Bonsoir à tous. Avait-il programmé à ce point pour les honneurs? Sans doute pas. Pour l'excellence, certainement, grâce à des parents exigeants. Et c'est d'abord sur cette période de sa vie que Valéry Giscard d'Estaing reviendra avant de dérouler pour nous l'histoire d'un parcours hors norme. Mathilde Amet, elle, avait été programmée pour la danse avant de bifurquer vers le cinéma. Depuis, elle a enchaîné les succès comme les déceptions, mais toujours avec le même enthousiasme. Alors commençons par vous, Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout commence en fait en Allemagne. On l'oublie parfois, mais vous êtes vraiment franco-allemand avant tout le monde, puisque vous êtes né à Coblence un 2 février 1926. Oui, enfin bon, sinon, effectivement, mais c'était l'occupation française. Non, parce que quelquefois les gens disent vous êtes né en Allemagne, ou est-ce que vous êtes allemand? Pas du tout. C'est une famille totalement française et bon. Mais après la guerre de 14-18, vous savez que les Allemands n'ont pas payé leurs réparations. Enfin, il y a eu un débat, ils ne payaient pas ce qu'ils devaient. Et la France et la Belgique ont voulu prendre un gage. Et elles ont occupé la Ruhr, c'est-à-dire la vallée du Rhin. Voilà, la Westphalie. Et mon père, qui était inspecteur des finances, est allé diriger les finances de cette zone d'occupation, en quelque sorte. Et c'est pour ça que ma sœur aînée et moi-même, nous sommes nés en Allemagne, mais nous étions naturellement en français. Néanmoins, nos papiers sont au ministère des Affaires étrangères à Nantes, où il y a les actes de naissance. Et il ne vous reste pas de souvenirs de cette époque? Écoutez, fugitif. Il me reste quelques souvenirs. Il me reste d'abord des souvenirs de la langue, parce que donc nous avions une personne qui s'occupait de nous, qui était une Allemande, qui s'appelait Frau Mathilda, et qui nous parlait allemand. Donc, étant petit gamin, si vous voulez, elle parlait allemand. Et quand mes parents sont rentrés en France, sont rentrés à Paris, ils l'ont ramené avec eux. Donc pendant quelques années, nous avions auprès de nous quelqu'un qui nous parlait en allemand, ce qui m'a laissé pas une vraie connaissance de la langue, mais quand même une espèce de culture du son et de la grammaire de la langue allemande, et un goût de l'allemand. Et une admiration du peuple aussi. Ça, c'est autre chose, oui. Et de la littérature, c'est autre chose. Oui. Alors, ce que les gens savent peu de vous, c'est qu'en fait, vous avez appris pratiquement hors de l'école. Vous avez, oui, vous n'avez pas été tout de suite à l'école, vous avez été beaucoup enseigné par vos parents, il y a une sorte de... Non, pas enseigné pas. Non, nous sommes allés dans des écoles, mais dans des petites écoles. Parce qu'à l'époque, dans la bourgeoisie française, on allait dans des écoles privées quand on était petit. Et donc, jusqu'à l'équivalent de la 6e, jusqu'à l'équivalent, si vous voulez, nous étions en effet, ma sœur et moi, puis ensuite, nous étions 5 enfants, nous étions dans des petites écoles. Mais donc, j'ai appris, comme tout le monde, dans les écoles. Puis alors après, je suis allé dans les lycées, successivement, Janson de Sailly et Louis le Grand. Là, on vous voit sur cette photo, très sérieux, comme un... Pendant l'été, je ne sais pas pourquoi on m'a pris dans cette position. Vous étiez au garde à vous. Oui, absolument. Oui. Alors, il y a toujours cette question récurrente, la légende a dit que votre mère, pratiquement en vous découvrant à la naissance, a dit que vous serez président de la République. Alors, c'est une légende. Mais il y a un petit quelque chose de vrai quand même, non? Non, je ne crois pas. Elle m'a raconté que quand, vous savez qu'à l'époque, quand on naissait, enfin, avant la naissance, c'est pas un garçon ou une fille. Et donc, comme je suis né en Allemagne, le médecin coucheur était un Allemand. Et donc, ma mère lui a demandé, elle dit, mais est-ce que c'est un garçon ou une fille? Et il lui a dit en allemand, c'est un très beau petit soldat. Ce qui montrait d'ailleurs l'état de la culture, n'est-ce pas? Les petits garçons étaient censés être des soldats. Donc c'est comme ça que j'ai été accueilli. Et après, maman était passionnée de politique au sens, pas du tout la politique partisane, mais l'histoire politique. Elle avait des ancêtres qui avaient exercé des fonctions importantes. Il y en avait un qui avait été ministre de l'Éducation, le premier ministre de l'Instruction publique en France. Il y en avait un autre qui avait été ministre de la Justice sous Louis-Philippe, un autre qui était ministre de l'Intérieur sous Napoléon. Donc il y avait une espèce de culture du pouvoir politique, en quelque sorte. Et elle était passionnée par ce sujet. Mais je ne crois pas du tout qu'elle ait eu l'idée de me préparer ou de m'entraîner à devenir président. Non, et elle n'a pas dit non plus à la naissance que vous aviez une tête de petit Napoléon ou de petit Bonaparte. Non. Ça, c'est ce qu'on raconte après. Voilà. Oui, c'est ce qu'on raconte après pour tout le monde, d'ailleurs. Est-ce que vous-même, vous savez d'ailleurs à quel moment
vous vous êtes senti programmé, non pas forcément pour la présidence de la République, mais pour la candidature à la magistrature suprême? Non, alors si vous voulez, là c'est assez intéressant parce que là aussi, il y a des légendes, il y a des... Normalement, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit il est probable que je serai président de la République. Non. Ce qui me plaisait, c'était d'être ministre des Finances, enfin d'économie, finances et économie, que j'ai été pendant au total 9 ans. C'est un poste qui me convenait parfaitement, parce que j'avais aimé dans mes études plus Polytechnique que l'ENA, qui m'avait plu davantage, parce que c'était plus précis, plus bon. L'économie et surtout la monnaie m'intéressaient beaucoup. Et à l'époque, l'équipe de ceux qui étaient là, c'était des gens de grand talent, des esprits très intéressants. Vous avez dû encore en connaître un certain nombre. Et donc j'étais heureux comme ministre des Finances et de l'économie. Et ma crainte, c'était d'en partir. Parce que ça ne durera pas éternellement. Je suis là pendant 9 ans. Bon. J'ai jamais eu l'idée d'être Premier ministre. Ça vous a jamais tenté? Jamais. D'ailleurs, vous avez sauté la marche. Jamais traversé l'esprit. Et la présidence, en fait, non plus, parce qu'elle était occupée. Là, il faut bien voir. Pendant toute la période où j'étais ministre, c'était De Gaulle qui était président de la République. Oui, mais De Gaulle, puis Pompidou. Part. De Gaulle part, il est remplacé par Pompidou. Mais vous n'avez pas pensé à un moment, en 69, vous dire que là, vous pouviez avoir votre chance? Alors justement, en 69, et j'y pense de temps en temps, parce qu'il y a eu une scène, au sens presque théâtral. Le général de Gaulle s'efface, dans des conditions d'ailleurs très théâtrales, et dont je me suis inspiré, peut-être à tort par la suite. C'est-à-dire qu'il est parti en laissant tout en plan. Hein. Vous voulez dire que vos adieux ont été peut-être trop mélodramatiques, vous aussi? Un peu. Bon, alors lui est parti du jour au lendemain. Ça. On a eu le résultat le soir, il est parti le lendemain, toutes les malles ont été faites, toutes les valises, il est parti, il n'est jamais revenu. Et il y a eu un vide. Et la question se posait de savoir est-ce qu'il y aurait un candidat du centre? Parce que le centre existait déjà. Vous savez que le Canuet s'était présenté contre De Gaulle. Enfin, bon, il y avait l'idée du centre. Il n'y avait pas de candidat. Et les familles politiques du centre se sont réunies au Sénat, dans le bureau du président du Sénat, que vous connaissez sans doute. Le président du Sénat, c'était Poher à l'époque. Et ils se sont réunis pour me demander d'être candidat à la présidence. Donc c'était en 69. Moi, j'avais 43 ans. Ça me paraissait une idée tout à fait extravagante. Enfin bon. Pour le coup, vous auriez été le plus jeune président de toute l'histoire de France. Hein. Oui, là, j'étais garanti, là. Mais je me souviens encore de mon état d'esprit. Je me suis dit, je serai probablement élu. Parce que la vague, on est élu par des vagues qui vont contre vous, avec vous, bon, je serai probablement élu. Et je serai un mauvais président. Je serai incapable d'être président. Vous êtes vraiment dit ça? Vraiment dit ça. Et je me suis dit, ça c'est pire que tout. Donc il ne faut pas. Et donc j'ai refusé. Donc ça c'était 69. Alors la situation était différente parce qu'après, il y avait le président Pompidou. Auvergnat, comme vous savez, de la Haute-Auvergne, homme méfiant. Enfin, c'était un homme très intéressant. Et il devait faire un septennat et ensuite un autre. Alors il disait souvent, je ne me représenterai pas, etc. Mais moi j'ai eu une conversation avec lui et déjà il y avait la présence de Mitterrand. Et Pompidou et Mitterrand ne se supportaient pas. Chose très curieuse. Vous savez que, si vous prenez la politique française, c'est vraiment spécial. François Mitterrand m'a dit, et je n'ai pas de raison de le mettre en doute, il n'a parlé à De Gaulle qu'une fois, et il n'a jamais parlé à Pompidou. Donc ces grands personnages ne communiquaient pas, il n'y avait aucune communication. Et Pompidou me dit, écoutez, je vous préviens, je n'ai pas l'intention de me représenter à la présidence de la République, sauf si je pense que je suis le seul à pouvoir battre Mitterrand. Parce que je ne veux pas que Mitterrand soit président de la République. Et je me suis dit, il va donc se représenter. Puis, comme il est populaire, il était bien vu, en place, en fonction. Bon. Donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas de candidature. Et donc je ne voyais pas une candidature à la présidence de la République.
Alors à ce sujet, puisqu'on est au début des années 70, donc il est président de la République, est-ce que vous avez vu la détérioration de son état de santé, d'une part, et deuxièmement, est-ce que vous comprenez cette espèce de chape de plomb qui s'est abattue sur les mœurs politiques françaises pendant très longtemps, pour lui, mais aussi pour un successeur plus lointain, François Mitterrand, sur l'état de santé des présidents? Parce que c'était visible que Pompidou était extraordinairement mal. Oui, mais là, vous touchez un sujet qui est très, très important et très curieux. C'est les rapports du monde politique et de l'information en France avec la vérité. Des rapports curieux. Ce ne sont pas des rapports simples. Aux États-Unis, ce sont des rapports assez simples. On dit les choses comme elles sont. En France, non. On ne le dit pas. Par exemple, François Mitterrand, je crois, mais à la limite, j'en sais rien, a commencé à être soigné pour son cancer tout de suite après son élection. Quelques mois après. Quelques mois après. Oui, absolument. Personne ne l'a dit. Les médecins traitants ne l'ont pas dit. Les hôpitaux ne l'ont pas dit. Un journal l'a dit, mais comme c'était minute, les autres n'ont pas repris cette information. Très curieux. Alors, le président Pompidou, c'était différent, parce que je crois qu'il n'a été malade qu'après 2 ou 3 ans, il me semble. Mais d'abord, ça n'était pas visible. Il menait une vie tout à fait normale. Il n'en parlait pas, mais il m'en a jamais dit un mot. Donc on ne le savait pas, entre guillemets. Et c'est seulement tout à fait vers la fin, c'est-à-dire en 1974, en fait. Moi, je l'ai vu malade en 73. J'ai raconté ça dans un livre. Vous parlez du sommet de Reykjavik. Voilà, oui. Parce que j'étais en avion avec lui, dans une caravelle. Et il m'a fait venir pour me parler, puisqu'on parlait des questions monétaires, le dollar flottant, etc. Alors il m'a fait venir pour m'asseoir à côté de lui. On était tous les deux seuls dans cette partie de l'avion. Nous avons parlé un peu des questions monétaires, et puis il s'est endormi. Et le sommeil a libéré son masque de malade, en quelque sorte. J'ai vu sur ses traits la maladie et la gravité de la maladie. Donc j'ai eu quand même le sentiment qu'il était très malade. Mais lui-même n'acceptait pas l'idée de la mort, en fait. Et je me souviens que quelques jours avant qu'il ne disparaisse, il m'a fait venir, moi je le voyais toutes les semaines, au moins une fois, sinon 2 fois. Il m'a fait venir et il m'a dit, voilà, je ne me sens pas bien, je suis obligé de me reposer, donc je vais partir à Cajar, je partirai demain ou après-demain. Je vais me reposer pendant 3 semaines, je reviendrai le 15 mai, et là, bon, ça sera fini, on va recommencer. Et dans l'intervalle, je vous demande de faire très attention et de veiller à ce que les choses se passent sans incident, sans accident. Donc il ne se voyait pas mourir. Et comme moi, je ne voulais pas spéculer sur sa disparition, je n'avais pris aucune disposition. Et un homme qui a été d'ailleurs votre porte-parole et qui travaillait à ce moment-là auprès de lui, qui était Jean-Philippe Lecat, disait à tous les journalistes, mais regardez, il est en forme, il reprend des plats avec appétit, d'ailleurs, douces et bonnes joues, etc. On est quand même dans un monde qui, d'ailleurs, va 20 ans plus tard à pratiquement reproduire les mêmes effets, où on ne dit rien, où on cache, y compris l'exercice du pouvoir, quand même. Mais ça, c'est une des choses, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui a compté dans ma vie, n'est-ce pas ? C'est... On ne dit pas la vérité sur les grandes affaires publiques. On ne dit pas. Vous l'auriez dit, vous, si vous aviez été malade, vous l'auriez dit aux Français. Oui, bien entendu. Moi, je l'ai dit. Je n'ai pas, d'ailleurs, on m'a reproché diverses choses, mais on ne m'a jamais reproché d'avoir menti durant mon septennat. Jamais, ça. Jamais. Même vous qui étiez... jamais dit, vous avez des choses fausses. Non, jamais. Donc je leur ai dit, et mon aversion pour le silence ou le mensonge, ça remonte à la défaite de 39-40, que j'ai vécue comme gamin. J'avais 13 ans, donc j'ai vu la déroute de l'armée française, qu'on a appelée à ce moment-là la débâcle. Le mot a été rayé ensuite, on n'a plus voulu l'utiliser, mais les gens disaient, on parlait comme ça, c'est la débâcle. J'ai donc vu cette déroute de l'armée française et de la France, c'est-à-dire le gouvernement partant, le milieu politique complètement éclaté, et ainsi de suite. Et moins de 4 ans après, les Français se considérant comme vainqueurs de la guerre. Comment peut-on croire des choses pareilles? Donc, où est la vérité en politique? C'est la raison pour laquelle vous vous êtes engagé si jeune, justement, dans cette guerre, à la fin de cette guerre, mais vous êtes très jeune, vous avez 18 ans. Oui, c'était parce que je me disais, si cette guerre se termine sans que j'ai rien fait d'important, j'étais dans la résistance, mais vraiment très peu de choses, un petit jeune homme, ça. Si elle se termine sans que j'ai rien fait, j'en mourrais de honte.
toute ma vie, je porterai une espèce de tare, celui qui n'a pas combattu quand la France était envahie. Et alors, j'ai très mal vécu une autre période. La libération de Paris, c'est le mois d'août. Le mois d'août 1944, avec l'arrivée de la division Leclerc, mais il faut être franc, surtout les Américains. C'est l'armée américaine qui a libéré Paris. Bon, Paris est libéré et recommence à vivre un petit peu. Mais la guerre continue. Elle continue dans le nord de la France, dans l'est de la France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, dans les Ardennes. La France n'a rien fait. On n'a pas mobilisé une personne. On n'a pas fait un appel aux armes en disant la guerre continue, il faut rejoindre nos alliés, ça ne sert à rien. Ça. Et donc j'étais très étonné de cette période, et justement une des choses qui m'a gêné vis-à-vis de Mitterrand, c'est qu'ils ont recommencé à faire de la politique à l'automne 1945. Colmar était encore occupé, la Belgique était encore entre deux situations d'occupation et de guerre, les Français faisaient de la politique. Et de votre point de vue, votre successeur, justement, François Mitterrand, s'est engagé trop tard dans la résistance? Beaucoup trop tard, oui. Mais enfin, bon, je ne veux pas l'accabler. Là, je reproche simplement aux journalistes de ne pas avoir fait le travail. Pas à lui d'avoir fait ce qu'il a fait. C'était des choix personnels. Mais il écrivait dans la presse du centre, enfin du centre de la France, jusqu'en 1943, et en tout cas 1942. C'est-à-dire après Stalingrad. Après le débarquement américain d'Afrique du Nord. Il écrivait des articles qui étaient pour le système en place. Bon. Ces articles sont à la Bibliothèque nationale. Personne n'est allé les lire. Hein. Dans des journaux autorisés à ce moment-là par l'occupant. Voilà, absolument. Non, il n'y a pas, c'est très... Enfin, on ne va pas développer indéfiniment ce sujet, mais la relation du monde politique avec la recherche de la vérité, c'est une relation qui est assez trouble. Alors donc, une fois que vous avez terminé votre guerre, vous avez fait, on l'a dit, donc l'ENA, Polytechnique. Très vite, donc, la politique va vous reprendre. Je dis reprendre parce que c'était un peu un atavisme familial, quand même. Oui, j'entendais Voilà. parler. Oui, oui. Bon, voilà. Là, quand même, quand on a un grand-père qui a été ministre, sénateur, etc. Donc, avec ce nombre de ministres, ça fait beaucoup de... Bon. Mais donc vous vous retrouvez dans ce canton de Rochefort-Montagne que vous connaissez, que vous avez dirigé pendant si longtemps. Et vous êtes venu ? Je suis venu, bien sûr, absolument. Et que vous avez quitté visiblement à regret, quoi, parce que c'était certainement votre ancrage numéro un. Celui-là. Oui, numéro un. Vous allez devenir donc député du Puy-de-Dôme très jeune. Et puis, vous allez vous retrouver un petit peu sous... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sous la houlette d'Edgar Faure? En tout cas, est-ce qu'il a été important pour vous? Non, il était très important pour moi. Là, il est là avec Paul Reynaud. Là. Oui, Paul Reynaud qui a été du même. Non, il était très important pour moi parce que c'était une intelligence magnifique. C'était vraiment l'intelligence quasi pure, enfin, magnifique. Et moi, je n'avais pas vu l'intelligence en politique, j'avais vu les personnalités, comme le général de Gaulle, qui avait une personnalité évidemment très forte, dominante, et ainsi de suite. Mais je n'avais pas vu l'intelligence pure en politique, c'est Edgar Faure qui me l'a montré. Et je l'ai beaucoup observé, enfin j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Mais n'était-il pas trop intelligent, d'une certaine façon, à force de retourner tous les raisonnements finalement, il leur donnait à chaque fois des conclusions différentes. Non, il ne pouvait pas être le leader du pays. Ce n'était pas son caractère. C'est pas quelqu'un qui marquait des directions et en disant on va aller là, ou on va aller là. Non. C'était un analyste de la politique et des problèmes. Il était capable de décortiquer un problème en quelques minutes. Dans les hommes auprès desquels vous avez travaillé, donc on a cité Georges Pompidou, on vient de parler d'Edgar Faure, maintenant le général de Gaulle. Quel type de relation pouvez-vous avoir avec lui et même au moment où vous avez décidé de voter non en 1969. Je n'ai jamais voté non. Pardon. Au moment où vous, au fond, vous savez que vous allez précipiter sa chute en refusant de voter oui, est-ce que vous vous dites c'est la mort du père, est-ce que je tue le père et est-ce que j'en aurai le remords plus tard? Bon, j'ai beaucoup respecté, je respecte toujours, bien sûr, et j'ai beaucoup servi le général de Gaulle. Je l'ai fait sans hésitation et sans arrière-pensée. Je n'étais pas un de ces hommes.
C'est pas issu du gaullisme. Non, mais ça tenait à la guerre. Le vrai gaullisme, c'est qui en fait? C'était les gens qui étaient avec lui à Londres. C'est ça le gaullisme. C'est pas des gens qui après se sont plus ou moins attachés ou accrochés à sa ligne politique. Je n'en étais pas, j'étais trop jeune, j'avais été dans l'armée, donc j'étais dans le milieu, c'est-à-dire ayant servi dans l'armée sous son lointain commandement. Il a été avec moi tout à fait correct, il m'a laissé faire. Les affaires financières ne l'intéressaient pas beaucoup. Ce qui l'intéressait, c'était l'aspect international de choses. Alors, quelquefois, il avait des idées qu'il fallait que je combatte plus ou moins discrètement, comme par exemple de rapatrier l'or français qui était de l'autre côté de l'Atlantique. Au moment de la crise du dollar, nous avions nos réserves d'or, une partie de nos réserves d'or, qui étaient encore en Amérique parce qu'elles avaient été déposées au moment de la guerre par sécurité. Et le général de Gaulle voulait les rapatrier. Alors, je dis, bon, on va les rapatrier, mais comme le dollar était faible, que les Américains étaient un peu sensibilisés, je dis, on va le faire, mais c'est pas la peine de faire un grand spectacle. Et on rapatriait par avion. Mais un avion, on pouvait rapporter, on mettait ça dans les avions de ligne, alors on mettait 1 tonne d'or, tous les avions rapportaient un peu d'or, mais c'était assez lent. Et alors le général de Gaulle s'impatientait. Il m'a dit, mais c'est interminable, qu'est-ce qui se passe? Vous devriez envoyer le Colbert. Je dis, écoute, la France envoie un croiseur aux États-Unis pour vider les caisses de la réserve fédérale pour prendre leur français. Ramenez-eux. Vous croyez? J'ai dit, oui, il ne faut pas le faire. Donc, il s'intéressait au sujet, mais au niveau, si vous voulez... Sur la grandeur de la France. La grandeur de la France, etc. Par contre, il me parlait très simplement. Il ne s'occupait pas de sa succession, lointaine, ça lui était égal, alors qu'il ne voyait pas des successeurs. Ce serait tout à fait inexact de penser ça, et d'ailleurs, il n'a pas aimé la succession Pompidou, en fait. Mais c'était l'homme d'État modèle. Et pour moi, quand j'allais au Conseil des ministres, donc toutes les semaines, quand je le voyais 2 fois par semaine, donc ça fait un nombre considérable de rencontres, j'y allais pour apprendre. J'ai dit, comment fait-on? Comment conduit-on un peuple? Comment fixe-t-on les objectifs? Comment choisit-on entre 2 solutions, etc. C'est auprès du général de Gaulle que j'ai pris toutes mes leçons de conduite des affaires publiques. Et pour revenir à ma question, est-ce que vous avez eu le sentiment de tuer le père à un moment donné? Pas du tout, ça encore. Je ne voudrais pas vous accabler. Non, mais attendez, ça, c'est les légendes. Vous ne votez pas pour lui, il se trouve que ça se passe de... Il m'a fait... D'abord, donc il m'a fait partir, mais c'était son droit absolu. Il m'a fait partir. Pourquoi? Parce que, alors que j'avais participé à sa réélection, en faisant sa campagne, etc., qu'il me considérait, a-t-il écrit dans ses mémoires, comme un bon ministre des Finances, il m'a fait partir parce qu'il voulait que Debré rentre au gouvernement. Et c'est Debré qui lui a dit, j'accepte de rentrer, mais il me faut un poste important et je ne veux que les finances. Alors, Charles de Gaulle a discuté, je ne sais pas comment ça s'est passé, et finalement, de Gaulle a décidé de le nommer aux finances. Donc je partais. Alors il m'a fait venir pour me dire, mais non, il faut que vous restiez, on va vous faire un très grand ministère. Alors il avait imaginé un ministère de l'équipement, on mettait tout en même temps, et à la fin, on peut même y rajouter les postes et les téléphones. Bon, Gérald, c'est pas la peine, moi, ce que je connais, c'est les finances, ce que j'aime faire, c'est ça. Bon, si je ne peux pas, pour une raison quelconque, c'est tout à fait normal. Je ne cherche pas à avoir un autre poste gouvernemental. Et donc, à ce moment-là, je suis parti. C'était donc en 1900, début... 66. Voilà. Et jusqu'à son départ, je n'ai plus été au gouvernement. Alors, quand il a fait son référendum final, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Il avait un gouvernement qui était très faible politiquement. C'était encore Couve de Murville. Il y avait Jeannet qui a toujours eu des idées assez originales. Et dans un référendum sur les régions. Et la suppression du Sénat. Et sur la suppression du Sénat. Alors là, j'étais très troublé, parce que ce que j'avais vu de la politique française, hein, ce que je vois toujours, les Français, la France est un peuple instable. S'il n'y a qu'une assemblée, elle peut décider n'importe quoi. Dans une soirée d'émotion, avec une manipulation gouvernementale forte, on peut faire voter n'importe quoi. Donc c'est bien qu'il y ait 2 chambres. Donc s'il y a une assemblée, on va à l'aventure.
D'autre part, le Sénat, De Gaulle l'avait rétabli, parce que sous l'occupation, il avait disparu, bien sûr, et quand De Gaulle arrive en 1945, il rétablit, en 1944, il rétablit le Sénat. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai demandé à le voir, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites un référendum avec 2 questions. Bon, il y a une question sur la régionalisation, je n'ai pas beaucoup d'opinion. Enfin, les Français voteront oui, je crois. Mais il y a une question sur la suppression du Sénat. Quelle idée étrange! Vous avez écrit vous-même sur la versatilité du peuple français, sur le fait que les Français changeaient très rapidement de position, de conception, etc. Tout mettre sur une seule assemblée, c'est quand même très imprudent. Et là, il m'a dit une chose assez curieuse, il m'a dit, vous avez raison, mais c'est trop tard. J'ai dit, comment c'est? Oui, c'est trop tard. La machine est lancée, c'est dans 3 semaines, on ne peut pas arrêter, donc c'est trop tard. Vous pensez qu'il avait d'une certaine façon programmé sa sortie à ce moment-là? Moi, je crois que non. Enfin, j'en sais rien, très franchement. J'admire les gens, d'ailleurs, qui connaissent les arrière-pensées des autres. Non, je ne crois pas. Je crois que ce qu'il voulait, c'était montrer qu'il avait encore avec lui la majorité du peuple français. Parce qu'il avait une idée très curieuse. Il considérait que sa fonction, c'était pas une fonction qui lui était conférée par le système institutionnel. C'est une fonction qui lui revenait. Sa légitimité, il la tenait de lui-même, en fait. Mais il avait cette conception très, très démocratique, très correcte, de dire, naturellement, il faut que j'ai avec moi la majorité du peuple français. Et il l'avait perdu en 68. Il avait senti qu'il l'avait perdu. Il voulait la retrouver. Et je crois qu'il faisait ce référendum pour avoir un 55%, 60%, je ne sais pas combien, et dire, vous voyez, j'ai avec moi la majorité du peuple français, donc je continue ma mission. Je ne crois pas que c'était au contraire un alibi pour partir. On arrive, puisqu'on a évoqué la période Pompidou, à votre propre élection. Et je me souviens avoir déjeuné avec vous, puisque je couvrais pour France Inter à ce moment-là les événements à Chamalières, ce jour-là. Vous ne saviez pas encore que vous alliez être élu. Et de longues années plus tard, j'ai découvert par le film de Raymond Depardon ce qu'avait été votre réaction au moment même où vous apprenez, par le biais de la télévision, que vous venez d'être élu. Et vous n'avez aucune réaction apparente d'immense émotion, de joie, de qui vous étreint. Qu'est-ce qui se passe exactement dans votre tête à ce moment-là? Est-ce que vous voyez tout de suite les responsabilités ou les ennuis? Non, c'est simplement la conscience que ça arrive. Et dans les grands événements, je pense qu'il faut absolument se libérer de ces impulsions, de ces réactions, de ces angoisses, et ainsi de suite. Il faut regarder le fond des choses. Et il y a dans ce film, qui est un film que j'avais commandé, c'est une commande pour les archives en fait, on montre l'aiguille des secondes qui arrive à 8 heures, et on montre la télévision qui annonce mon élection. Bon. Et à ce moment-là, je ne dis et ne fais rien. C'est un trait de mon caractère. Dans les très grands événements, ma règle, c'est de dominer, au fait d'essayer de dominer les impulsions et de rester très calmement soi-même. Et quand quelques jours plus tard, vous remontez les Champs-Élysées pour arriver justement à l'Élysée, là vous êtes, on voit que vous avez un visage lumineux, vous êtes baigné justement d'une espèce de bonheur. Oui, alors c'est une idée aussi assez curieuse parce que j'avais assisté à des prises de fonction. Et l'usage était que les présidents de la République montent dans une voiture décapotable, une voiture en général un peu démodée d'ailleurs, en habit ou en espèce de costume qu'on ne porte pas normalement dans la journée, et allaient remonter les Champs-Élysées et allaient déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Et je me suis dit, on ne va pas refaire ça, c'est pas possible, ce n'est pas moderne, on ne peut plus faire des choses pareilles. Et ils ont dit, je vais le faire à pied. Donc on arrêtera le cortège à la hauteur de la station de métro Georges V, et puis nous irons à pied. Alors, scandale, impossible, on ne peut pas... C'est la sécurité qui s'inquiète aussi, en plus. Comment? Votre sécurité qui s'inquiète, naturellement. Bon, alors, si vous voulez, on parlera de la sécurité à un autre moment. Mais là, je me dis, on va le faire comme ça. Alors, nous montons les Champs-Élysées. J'avais à ma droite le Premier ministre sortant, qui était Mesmer. À ma gauche, le président de l'Assemblée nationale, qui était Edgar Faure, puis il y avait le président du Sénat, il y avait Poher, il y avait le ministre de la Défense, qui était Gallet, il y avait le préfet de Paris.
Alors on monte les Champs-Élysées. Et par une magie, il y avait une foule. Alors que d'habitude, il y avait des rangs, c'était 2 rangs le long du trottoir. Hein. Là, une foule que vous voyez sur les photos. Hein. Et les gens applaudissant, enfin, voilà, ils trouvaient que c'était nouveau, que c'était sympathique. Alors ils applaudissaient. Et Garfort m'avait déconseillé, il m'a dit ne faites pas ça, c'est risqué, c'est beaucoup. Je n'avais pas suivi son avis, donc voilà l'image. Et est-ce que pardonnez-moi, puisque je pense à votre sortie, quand vous partez 7 ans plus tard, vous le refaites à nouveau à pied, et là, est-ce que vous regrettez de l'avoir fait, puisqu'il y avait quelques sympathisants de François Mitterrand qui... C'était pas des sympathisants de François Mitterrand, c'était pire. C'était des gens qui vous haïssaient. Qui avaient été amenés là. Enfin, non, c'était détestable du point de vue de la démocratie en France, détestable. On avait installé une espèce d'estrade qui était à gauche, qu'on sortait de l'Élysée, qui était installée, donc c'est pas spontané, les gens n'avaient pas qu'une estrade sur le dos, et dans laquelle il n'y avait pas grand monde, il y avait, je sais pas quoi, 150 énergumènes haineux qui poussaient des cris, ça. Et je me suis dit, comme image de la démocratie en France, parce qu'après tout, bon, j'étais battu dans une élection, ça m'était vraiment extrêmement pénible. Mais là, dans cette manifestation-là, on rentre à l'Élysée, après, il y avait un petit pot, hein, et j'avais invité à déjeuner les présidents des assemblées et le Premier ministre. Et alors Edgar Faure me prend à part et me dit, écoutez Valéry, moi je vous avais déconseillé de faire cette marche, mais vous avez eu raison, c'était très bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait même dans la foule des petits groupes qui criaient « Vive Edgar Faure !» C'est le personnage. Quand 7 ans plus tard vous partez, et aujourd'hui maintenant, qu'est-ce qui vous semble le plus important de ce que vous avez fait? Parce qu'on vous cite en général toujours pour des grandes réformes de société. On vous cite pour le droit de vote à 18 ans, pour l'avortement, bien sûr, pour l'assouplissement du régime de prison, pour un certain nombre de ces réformes-là. Est-ce que ça vous semble conforme à ce que doit être l'histoire vis-à-vis de vous? Oui, à peu près, oui. J'ajouterais 2 ou 3 choses. D'abord, la France a été calme. On était calme. Pendant 7 ans, les gens ont vécu leur vie. Bon. Il n'y a eu ni manifestation de masse, ni reprise de mai 68. Ils ont vécu leur vie. Ils étaient assez heureux, en tout cas, ils menaient leur vie. Deuxièmement, j'ai respecté intégralement le jeu démocratique. Intégralement. Ce qui n'a jamais été fait depuis. En ce sens, on a tenu toutes les élections à leur date. Je n'ai pas changé une loi électorale. Je n'ai pas fait faire un nouveau découpage électoral pour aucun des niveaux de la société française. Et je n'ai pas poursuivi, malgré leurs insultes, un seul journal. J'ai supprimé la censure politique au cinéma, sur les films. Et donc, ça a été une période où la France a vécu ce que j'appelais une démocratie forte et paisible. Et c'était mon objectif principal. Parce qu'on n'a pas le temps de parler de cela pendant aujourd'hui, mais mon grand sujet, moi, d'intérêt, c'est ce que j'appelle le bon gouvernement. Je pense que les sociétés humaines, malheureusement, sont en général assez mal gouvernées depuis longtemps. C'est pas maintenant, c'est depuis très longtemps. Et qu'elles aspirent au bon gouvernement, une espèce d'aspiration. Et moi, je voulais que pendant une période relativement courte où je serais au pouvoir, ce soit une période de bon gouvernement. C'est-à-dire où les réformes nécessaires soient faites calmement, où les nominations soient faites à partir d'une recherche de compétences dans l'exercice de la fonction, et en même temps mettre la France dans le monde moderne à sa place, c'est-à-dire sans arrogance, mais sans dépendance, et participant à la seule grande aventure de notre époque pour notre partie du monde, qui est l'organisation de l'Europe. Donc voilà comment je voyais les choses. Alors on peut faire un catalogue, bien sûr, de ce qu'on a décidé, essayer de faire. Durant ce septennat, vous avez eu 2 premiers ministres, Jacques Chirac pendant 2 ans, Raymond Barre pendant 5 ans. Visiblement, avec Jacques Chirac, ça ne s'est pas super bien passé au début, mais de son point de vue, pas tant que ça. C'est lui qui dit ça. Mais ça s'est très bien passé. Il a été un bon Premier ministre. Mais il voulait partir.
Il voulait partir parce qu'il avait l'ambition de devenir président de la République et que dans son raisonnement, dans son calcul, c'était plus facile à mener du dehors que de l'intérieur. Mais comme Premier ministre, je ne l'ai pas du tout critiqué et j'ai pensé que c'était un bon Premier ministre. Et en 81, il vous a sabonné la planche Oui, maintenant il l'écrit, il le reconnaît, donc ça fait partie de la vérité historique. Mais il dit aussi dans ses mémoires que de votre côté, alors que vous aviez dit dans un de vos livres que vous aviez jeté la rancune à la rivière, que ce jour-là, la rivière devait être à sec. Est-ce que la rancune existe toujours? Ça doit être une expression de journaliste. Ah non, c'est la sienne, c'est la sienne. C'est écrit dans son dernier livre. Ça n'a pas d'importance. C'est pas un sujet qui m'occupe l'esprit. Non, vous disiez, j'ai eu 2 premiers ministres, donc Chirac était un bon Premier ministre, et puis Raymond Barre. Et Raymond Barre a eu plein exercice de la fonction de Premier ministre. Il l'a exercé avec beaucoup de compétences, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de désintéressement. Il a été, à mon avis, le meilleur Premier ministre de la Ve République. Si on prend les très bons, il y a eu Georges Pompidou quand il était Premier ministre et Raymond Barre. Et aujourd'hui, le regard que vous portez sur la politique française, sur le président de la République actuel Non, justement, je n'en porte pas parce que je trouve que ce n'est pas utile. Je respecte les gens qui dirigent la vie politique de notre pays. J'ai voté pour le président de la République, je l'ai reçu chez moi avant son élection. Je souhaite que sa politique réussisse, mais je ne porte pas de jugement parce que j'estime que ce n'est pas utile. Je porte des jugements sur des sujets. Alors il y a des sujets sur lesquels je pense que les choses sont préoccupantes. Par exemple, la situation de panne de la construction européenne, que je considère personnellement comme très préoccupante. La situation de déficit et d'endettement de la France, donc des situations, mais par contre je ne porte pas de jugement et je ne prononcerai pas sur l'action du président de la République. Vous avez porté à bout de bras ce projet de constitution européenne. Vous l'avez voulu, vous avez voulu qu'il y ait un président pour l'Europe, qu'il y ait un ministre des Affaires étrangères pour l'Europe, et voilà que nous découvrons un président, en effet, un ministre des Affaires étrangères, en effet, mais on se dit, mais est-ce qu'ils ont vraiment du pouvoir? On ne les connaissait pas. Ont-ils du caractère? Est-ce que c'était l'idée que vous vous faisiez de l'Europe quand vous l'avez voulu? Non, pas exactement. Mais en même temps, il faut leur donner leur chance. Non, pas exactement, parce que quand nous avons fait cette constitution, avec d'ailleurs tout le monde, c'est pas moi qui ai fait cette constitution tout seul, bien entendu, quand nous l'avons faite, il y avait un élan porteur en Europe, il y avait un courant. Et on pensait qu'on allait faire fonctionner l'Union européenne. On voyait que la présidence tournante était absurde parce qu'on ne peut pas changer de politique tous les 6 mois et que ça condamne le système à l'inefficacité, à la non-existence à la fois médiatique et internationale. Donc il fallait changer ça. Et on pensait que ça se ferait dans une espèce d'élan porteur. Et puis alors, là, hélas, le référendum tragique français, en fait, a cassé l'élan. 2005, oui. Oui, cassé l'élan complètement, et c'était vraiment une grande erreur, cette affaire. Depuis, on a ramé plus ou moins. On n'a pas affronté le sujet. À mon avis, il fallait l'affronter. On a dit aux Français, on ne peut pas revoter. Pourquoi ils ne pouvaient pas revoter? On a dit aux Irlandais, vous allez revoter. Ils ont revoté. Ils ont voté massivement. On aurait dit aux Français, écoutez, voilà, vous demandez 2 ou 3 choses, très bien, on fera ces 2 ou 3 choses, mais la Constitution, elle est utile pour l'Europe. Il fallait le faire, il fallait affronter les Français, leur expliquer. On ne l'a pas fait. Et donc, le tonus de l'affaire européenne a beaucoup baissé. À l'heure actuelle, ça n'intéresse pas beaucoup l'opinion, ça n'intéresse pas beaucoup les dirigeants politiques, et on est dans ce que j'appelle une phase de transition. Et il faudrait que cette phase de transition soit utile. Et je rendrai visite, moi, au nouveau président du Conseil européen, ce mois-ci ou le mois prochain, pour aller lui rappeler, lui dire les raisons pour lesquelles, dans la Constitution européenne, on avait prévu la création de son poste et on avait prévu ses pouvoirs. Et d'ailleurs, lui-même, lorsqu'il s'exprime bien dans le même sens. Donc vous lui conseillerez de l'audace?
Oui, de l'audace. Et je crois qu'il en est capable. Alors, vous avez sûrement des renseignements par la Belgique. Les Belges lui font beaucoup de crédit. Nous le connaissons moins. Il a moins. été capable de fédérer, en effet, deux communautés qui... Et de régler un certain nombre de problèmes. Mais naturellement, il est le seul président. L'histoire actuelle espagnole n'est pas raisonnable. Il n'y a pas deux présidences tournantes, il n'y en a qu'une. Il n'y a plus de présidence tournante. La présidence tournante qui subsiste, celle du Conseil des ministres, c'est les ministres. Mais ce n'est pas les chefs d'État et de gouvernement. Les chefs d'État, ils sont au Conseil européen, il n'y a qu'un président. C'est M. Van Rompuy. Donc il faut gérer tout cela avec détermination, en sachant que c'est une période de transition et que ce que j'avais espéré pour les années 2004-2005, bien, se produira probablement en 2010-2015. Valéry Giscard d'Estaing, on a commencé cet entretien. Vous nous avez dit que vous aviez une gouvernante allemande qui s'appelait Mathilda. Oui. Donc je vous présente une autre Mathilda que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui s'appelle Mathilda. Mais vous n'avez pas la même. Voilà, pas la même. Vous auriez bien aimé la voir comme gouvernante. Écoutez, peut-être. Mais cette Mathilda a un mérite parmi d'autres. C'est que c'est un Verseau. Ah. Oui. Vous êtes bien informé. Oui, bien informé, c'est pas très difficile. On prend Facebook, chose comme ça. Elle est née au mois de février. Alors, on va vous dire. Vous êtes né le 2 février. Et elle est du 8. Et c'est tout. Oui, c'est encore le vrai Verseau. C'est-à-dire, ça explique pas mal le caractère. Ça. C'est un caractère assez idéaliste. Je dis ça en parlant de vous. Ça. C'est pas faux. Oui, assez idéaliste, assez généreux. Enfin, généreux comme ouverture d'esprit. C'est ouvert sur les autres, il cherche à comprendre. Un caractère qui n'est pas très obstiné, mais pas très querelleur, en fait, qui est plutôt, comme le Verseau, c'est un signe d'air. Vous n'êtes pas obstiné, vous? Pardon? Vous n'êtes pas obstiné? Je suis déterminé, mais je ne suis pas obstiné. Non. Pas tout le monde. Non. Je ne savais pas, en vous invitant, que j'avais le droit aussi un peu d'astrologie. Mathilda, vous avez peut-être appris. Alors, la coutume dans cette émission, c'est de poser 3 questions communes aux invités. Est-ce que vous diriez que vous avez réussi aujourd'hui? Je n'ai pas fait ce que je voulais. Non. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Un deuxième septennat. Parce qu'il fallait du temps. Ce que je voulais faire ne pouvait pas se faire en 7 ans. Donc de ce point de vue, je n'ai pas réussi. Par contre, ce que j'ai fait pendant la période dont j'ai disposé, c'était ce que je voulais faire. Et donc de ce point de vue, j'ai réussi. Mathilda, est-ce que vous diriez que vous avez réussi? C'est vraiment une question difficile. Oui, il y a une partie de ma vie que je pense avoir réussi plus ou moins. Et puis, comme j'estime être en mouvement et pas être à la fin de mon parcours de vie, je ne pense pas avoir réussi. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Si on vous proposait d'écrire une biographie, qui choisiriez-vous comme sujet? D'écrire la biographie de quelqu'un. Oui. J'écrirai la vie de Tolstoï, je crois. Elle a été très bien écrite. Oui. Alors évidemment, on me dirait... Notamment par un de vos anciens Froyard, collègues à l'Assemblée, à l'Académie. Froyard, qui a écrit un livre superbe. Mais comme personnage, j'aimerais retrouver les thèmes d'inspiration, de création de Tolstoï. Davantage Tolstoï que... Je suis allé 2 fois à Yazania Poliana, qui est sa maison de campagne en Russie, où il est enterré, comme vous savez, dans la terre. Même pas dans un tombeau, il s'est fait enterrer dans la terre. Et j'ai dans mon bureau une photo de son tombeau. Davantage Tolstoï que Maupassant, qui est l'un de vos auteurs français de référence. Oui, mais la vie de Maupassant est moins intéressante. La vie de Maupassant n'a pas en soi beaucoup d'intérêt. Son œuvre est superbe, absolument. Et je continue à la lire et je continue à m'en inspirer, d'ailleurs, de temps en temps. Notamment dans votre dernier livre? Pardon? Notamment dans votre dernier livre. Oui, dans mon dernier livre, il y a des passages... qui sont des passages de Maupassant. Il y a une histoire que personne n'a relevée. Vous avez reproduit des passages entiers de Maupassant? Ah non, pas du tout. Mais je veux dire, voilà. Ouais. Non, il y a une histoire dans ce livre, une histoire avec un médecin du Val-de-Grâce, qui est un médecin tout à fait à la fois charmant, compétent, avec beaucoup de naturel, beaucoup de dignité, etc. Et tout ce petit épisode, si on l'écrivait, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un ami écrivain qui me l'a dit, si on le découpait, c'est un conte de Maupassant.
Et vous, Mathilda? Ça aussi, j'admire beaucoup de gens, beaucoup de personnalités. Alors, si je devais m'attarder sur une biographie, peut-être que ce serait un personnage qui soit pas si connu du grand public. Alors, peut-être la vie d'une danseuse ou d'un danseur classique sont des métiers artistiques Vous avez bien connu, que j'ai connus et je crois que peu de gens connaissent la réalité de ce travail, donc peut-être que je me pencherai là-dessus. Et alors la dernière question, si votre vie devait être résumée par un roman, quel en serait le titre? Ah, le titre, oui, je cherchais un mot là. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Passage. Est-ce que ça peut être Le Passage? Est-ce que ça peut être quelque chose que vous trouvez dans la littérature française ou étrangère? On peut inventer un titre. Oh, vous pouvez inventer parfaitement. Oui. Non, le titre, c'est l'essai de moderniser la France. Ça, peut-on moderniser la France? Moderniser la France, voilà, c'est ça au fond. Ça reste votre obsession, ça, aujourd'hui c'est mon encore. obsession. J'ai changé un tout petit peu d'obsession, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai maintenant l'obsession du bon gouvernement. Qu'est-ce que c'est que le bon gouvernement? Pourquoi les Français disent le bon roi d'Agobert? Pourquoi disent-ils ça, hein? Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Ils changent d'avis parfois. Hein. Ils ont dit le bon roi Louis XV avant de le détester à la toute fin. Oui, justement. Qu'est-ce qu'on appelle le bon gouvernement? Mais ce n'est pas un titre de livre. Donc ça serait plutôt la modernisation, moderniser la France. Mathilda? Moi, ce serait peut-être deux possibilités. En mouvement, ce qui n'est pas vraiment un titre, mais bon, ou dans la foulée. À vous résumer. Voilà. Bon. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Mathilde Damet, on disait tout à l'heure dans vos réponses croisées, vous parliez du portrait d'une danseuse. Au fond, c'est ce que vous avez failli être, ce que vous auriez dû être même pratiquement. Vous avez commencé comme danseuse. Oui, c'était un peu... mon destin était un petit peu tracé d'avance. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. J'ai dû prendre le relais d'une certaine manière. Quand ma mère a accouché de moi, je pense que j'ai dû avoir pour mission inconsciente de faire qu'elle continue de danser à travers moi. Et en fait, vous parlez de votre mère, parce qu'en effet, elle adorait cet art-là. Elle était danseuse. Elle était danseuse et elle a servi la danse. Est-ce que vous auriez pu, comme votre père, être dans la seule écriture, puisque vous avez écrit un livre il n'y a pas si longtemps, et on sent que c'était une chose importante pour vous. Est-ce que vous auriez pu être comme Victor Heim, votre papa? En fait, la question ne s'est pas posée parce que la mission qui était celle illicite de ma mère, en fait, prenait le pas sur tout le reste. C'est-à-dire que je me suis interdit même de rêver à autre chose. Est-ce que le fait que vos relations aient été un peu distantes avec votre père faisait aussi qu'au fond, ce qu'il avait fait n'était pas objet d'admiration pour vous, forcément? Les relations n'étaient pas si distantes, mais c'est une génération de parents qui étaient peut-être moins proches de leurs enfants, les papas surtout, hein, je pense, à l'époque. Donc, non, c'était un petit peu sacralisé, justement, hein, parce qu'il n'y avait pas cette proximité qu'il y a aujourd'hui sûrement entre les papas et leurs enfants. Donc, l'écriture, ça restait un domaine un petit peu intouchable. Puis, encore une fois, la danse, c'était ma seule... c'était le seul but de ma vie pendant des années. C'est-à-dire que la question ne se posait pas même d'arrêter la danse. C'était inconcevable. D'ailleurs, à 16 ans, vous avez le premier prix de danse du Conservatoire de Paris. Qui est quand même national. National, c'est une chose majeure. Ouais. Et puis, vous allez danser aux États-Unis. Vous avez une bourse pour étudier, pour danser là-bas. Donc, vous étiez parti pour... Qu'est-ce qui a fait que finalement... il n'y a pas eu l'entrechat de plus? Parce que c'était pas vraiment mon chemin. En fait, c'était plus celui de ma mère que le mien. Il a fallu du temps pour que je le comprenne. Et comme j'étais un peu douée, on aurait pu penser facilement que j'étais faite pour ça, en fait. Donc mon don a été presque mon ennemi à un moment donné. Et il a masqué le fait qu'en fait, vous n'aviez pas tant envie que ça. Que c'était pas vraiment mon chemin. Aujourd'hui, je tire les bénéfices de toute cette période. Vraiment, chaque jour, j'y pense. La danse continue de me porter dans tout ce que je fais.
pour plein de raisons différentes. Elle m'a appris le travail, le perfectionnisme, l'exigence, des choses qui sont restées ancrées en moi, dans ma chair, qui font partie de la façon dont je peux aborder, quel que soit le terrain sur lequel je me trouve, en fait. Est-ce que c'est Myriam Bru, qui a été longtemps votre agent, qui avait la première, vous avez la première dit que vous seriez actrice, qui avait repéré, on la voit avec son mari, l'acteur Horst Buchholz. Ils étaient magnifiques tous les deux. En fait, oui, je rencontre par hasard à l'âge de 10 ans Myriam Bru. J'étais voir une pièce de mon père dans un tout petit théâtre et elle est là et elle me voit, elle me dit « vous serez une star », etc. Donc pendant des années, elle a continué de dire à mes parents que j'allais être une star, ce qui nous faisait beaucoup rire parce que c'était surréaliste. Vous voyez pas ni pourquoi ni comment et ça n'avait pas lieu d'être. Enfin, moi j'étais danseuse donc et elle est venue me voir régulièrement dans les cours de danse. Ensuite, quand j'ai eu mon premier prix de conservatoire, elle était dans la salle et je me souviens très bien qu'après ce premier prix, j'étais fière enfin d'avoir eu c'était beaucoup de travail et donc elle était venue me voir. Elle m'a dit vous serez une star. Et donc, sa prédiction a été accomplie puisque vous avez pu faire ce métier. Oui, mais enfin, ça s'est passé de façon un peu curieuse parce que moi, je m'étais retrouvée, j'avais échoué un peu dans mon... C'est-à-dire qu'après le premier prix de conservatoire, un stage au New York City Ballet, etc., je me suis retrouvée quand même à faire de la figuration dans une opérette au Châtelet. Donc c'était un petit peu frustrant quand même d'avoir fait tout ça pour ça. Et puis elle m'a appelée en me disant écoutez, il cherche une blonde qui parle anglais, etc. Et pas du tout. Et pas du tout. Non, je parlais absolument pas anglais à l'époque. Évidemment, je suis pas blonde. Donc, mais elle les avait eus à l'usure. Donc, pour ne pas la décevoir, je suis allée faire ses essais et ça a marché. Et là, ça a été incroyable d'abord d'être choisie pour faire un travail sans avoir travaillé 10 ans pour y parvenir. Ça me semblait incroyable. Et à partir de là, voilà, c'était ce film Nemo. Et à partir de là, j'ai découvert le langage en fait, parce que jusque-là, j'étais un peu muette. Donc Nemo, et c'est à ce moment-là que vous choisissez d'ailleurs ce pseudonyme, puisque vous vous appelez pas Mathilda May, donc, mais Haïm, puisque votre père, Victor Haïm. Ouais, ça c'est une histoire un peu particulière. En fait, c'est pas moi qui ai choisi ce nom, c'est le producteur de ce film Nemo qui, lors d'un dîner, invite mes parents, parce que je crois que j'étais mineure à l'époque, donc il invite mes parents à dîner pour les rassurer sûrement et leur proposer ce nom, Mathilda May, sous prétexte que c'était facile à prononcer, plus simple peut-être que Haïm. Et mes deux parents ont été d'accord, donc ça s'est fait absolument sans même réfléchir. Et puisqu'on en est au croisement, je sais que May était le nom du prénom, enfin le prénom de la maman de Valéry Giscard d'Estaing, vous voyez, donc vous ne le saviez pas, mais ça devait être prédestiné cette rencontre-là. Après, vous faites assez vite le film de Jacques Demy, 3 places pour le 21. Pour le 26. Pour le 26, pardonnez-moi. Mais personne n'arrive à dire ce titre. Non, donc pour le 26. Oui. 3 places pour le 26, avec ça, personne n'y arrive. Oui, enfin, il s'est passé du temps entre ce premier film et celui-là. Je travaillais comme comédienne assez régulièrement. Je faisais pas mal de téléfilms en Italie, en Allemagne. À chaque fois, j'apprenais les langues. D'ailleurs, c'était assez bien pour ça. Et puis, il y avait Le Chacal aussi, que vous avez tourné un petit peu après. Ça, c'était bien après. Et au moment où je rencontre Jacques Demy et Yves Montand, c'était complètement hallucinant parce que j'étais déjà très heureuse et reconnaissante d'arriver à gagner ma vie en étant comédienne. C'était déjà incroyable. Donc cette rencontre avec Montand et Demy et Michel Legrand, c'était quand même 3 monstres sacrés, chacun à leur façon. C'était très intimidant et je me souviens de tout. Et après avoir rencontré justement tous ces grands, j'évoquais le Chacal à cause de Richard Gere, etc., vous êtes quand même au plus haut du haut. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dans le vertige, où vous êtes plus bien avec vous-même, où les gens ne sont plus bien avec vous-même? Est-ce que ce sont les producteurs? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est bien que vous me posiez la question parce que, en fait, ce qui se passe, c'est plusieurs facteurs qui entrent en jeu en fait, qui font que progressivement je me détache de quelque chose qui finalement m'appartient pas tant que ça. En fait, il y a un décalage qui se creuse entre l'idée que les gens se font de moi et ce que je suis en train de devenir. Et le décalage se creuse au fil du temps, c'est-à-dire que ça devient
Bon, d'abord, j'ai été très exposée médiatiquement, alors avec tout ce que ça implique de fausser. Une image par définition... Dans votre vie privée, tout ça. Oui, puis une image par définition est figée, donc moi j'étais en devenir. Et puis je trouvais que l'image me réduisait un peu à un statut qui finalement... n'évoquait pas tout ce que je pouvais être, donc il y avait ce décalage qui a créé un mal-être, oui, effectivement, et qui a... J'ai eu besoin de prendre une distance par rapport à ce désir-là, le désir que je suscitais en fait auprès des producteurs et des réalisateurs, qui était, je trouve, pas tout à fait raccord avec mon monde intérieur, et puis il y avait cette espèce d'ambivalence qui s'accentuait et je m'y retrouvais plus en fait. Et ça vous a conduit à faire ce qui s'est passé, c'est que je me retrouvais plus dans cette reconnaissance-là. C'était une célébrité, mais j'avais l'impression d'être connue, mais pas reconnue. Pas pour des bonnes raisons. Pas reconnue, ce qui n'est pas la même chose. Oui. Et puis au bout d'un moment, les rôles étaient un petit peu toujours similaires. Et puis surtout, je finissais moi-même par me plier à l'image que les autres avaient de moi, c'est-à-dire que je ne savais plus où me situer. Il a fallu, et pour se situer vraiment soi, il faut se détacher du regard des autres, donc prendre du recul, donc de la distance. Et est-ce que pour ça, vous avez eu recours à une psychothérapie ou une analyse? Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas 50 000 solutions. L'analyse est une façon de réfléchir sur soi que je trouve absolument intéressante, parce qu'elle permet aussi de réfléchir sur les autres, sur le monde qui nous entoure. C'est pas un travail si narcissique que ça peut paraître. Et j'ai... Oh, elle est bizarre cette photo. Et j'ai réfléchi en fait beaucoup à ce que je voulais moi, parce que jusque-là, j'avais été plutôt portée par les autres. C'est-à-dire que j'étais pas si autonome que ça. J'avais été danseuse pour ma mère. Myriam Bru avait fait de moi une comédienne, mais j'avais pas fait le chemin que je devais faire moi. Par vous-même. Par moi-même, c'est-à-dire à savoir vers quoi j'avais envie d'aller moi. Je m'étais même pas posé la question en fait. J'avais été un peu entraînée dans une sorte de tourbillon et aujourd'hui, vous le savez où davantage. j'avais le luxe quand même de pouvoir faire des choix et je les ai pas toujours bien faits d'ailleurs, hein, ces choix. Mais après, il fallait que je me clarifie sur ce que je voulais être, ce que je voulais devenir et vers quoi j'avais envie d'aller. Et en fait, le temps m'a permis d'aller vers les autres. C'est surtout ça que j'avais besoin de faire. Et aujourd'hui, vous en êtes persuadé, maintenant, vous le savez. Oui. Il y a une deuxième façon de faire une analyse, c'est d'écrire ce que vous avez fait. Est-ce que ce livre a été très important pour vous? Ce livre, au sens propre et figuré, c'est vraiment une page qui se tourne. J'avais besoin de raconter des histoires aussi. Et à force, c'est vrai personne ne le saura. Oui, ça c'était le titre du roman qui est paru chez Flammarion. Et en fait, à force de porter les histoires des autres, puis j'en lisais, j'en lis toujours comme ça occasionnellement, des scénarios et tout ça, et je me disais mais moi aussi j'ai peut-être un truc à raconter en fait. Puis il y a une frustration qui s'est accumulée. J'avais pas l'impression que les mots qu'on me faisait dire me parlaient vraiment. Petit à petit, j'étais un peu frustrée. Alors toute cette frustration est devenue un moteur en fait pour à mon tour, avoir une envie de raconter des choses, parce que en fait le désir d'écrire pour moi ça part d'une acuité particulière sur le monde qui nous entoure, je ne sais pas ce que vous en pensez en tant qu'auteur, une perception particulière qu'on a envie de partager avec les autres. Et mon chemin vers les gens, c'était de faire partager des sensations en fait. Et j'avais emmagasiné tellement de choses de toutes mes années d'ancienne timide, où j'observais énormément. Et j'ai toujours gardé un sens très aigu de l'observation. Donc j'en ai emmagasiné des... Vous avez vaincu cette timidité aujourd'hui? Oui, je l'ai vaincu, je crois. Oui, Est-ce que la scène, par exemple, les planches vous ont beaucoup aidé, puisque vous venez de terminer, et ça continue encore un peu, quelques dates dans différentes régions, ce succès qui a été plus de 300 représentations, plus si affinité, donc avec Pascal Légitimus, ça vous a aidé de vous retrouver face à des gens qui bougent pas, qui s'endorment, qui applaudissent, qui sont heureux? Oh, ça a été une révélation incroyable, incroyable. D'abord,
bon, là aussi, j'avais accumulé beaucoup de frustration dans le jeu, en fait, entre l'idée qu'on pouvait se faire et puis ce que j'étais. J'ai une vulgarité sans nom sur cette photo. Ah oui, mais c'est un beau personnage. C'est très bien. Ça marche bien, quoi. Et en fait, je faisais rire mon entourage et tout ça, et j'entendais tous mes amis me dire depuis longtemps, mais pourquoi tu fais pas des comédies? T'es tellement drôle. Bon. Et c'était horrible. De temps en temps, je me retrouvais face à un metteur en scène en disant, vous savez, je peux être drôle, et ça donne envie de pleurer de dire des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, je me suis... j'ai eu cette idée de spectacle et puis les rencontres toujours qui font que les choses prennent forme, prennent vie. La rencontre avec Legitimus qui a été incroyable. Tout de suite, on s'est mis en route. Dès que j'ai lui parlé de mon idée, on s'est mis à jouer ensemble immédiatement, alors qu'on ne se connaissait pas. Et effectivement, sur scène, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais enlevé mon masque ou je sais pas, mon déguisement, quoi, et que j'étais sortie de moi et que j'étais enfin en accord avec ce que je suis, c'est-à-dire d'abord en contact avec les gens. J'aime ça, j'ai besoin de ça, voilà, et dans le rire, parce que ça faisait partie de votre nature, voilà, ouais. Et qu'on ne le savait pas. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde Amé. Merci à vous.